Alors, vous avez téléchargé un zip en utilisant l'adresse qui est là. Alors, vous êtes sur PC, le zip, pour pouvoir l'utiliser, il faut aller le chercher certainement dans le dossier de téléchargement, faire un clic droit sur le zip et demander « Extraire » ici. C'est certainement clic droit, 7-zip, 7-zip, extraire ici. C'est un décompresseur connu sur le monde PC, le 7-zip. Parce que si vous double-cliquez sur le zip sur un PC, vous entrez dans le zip comme si c'était un dossier, vous voyez ce qu'il y a dedans, mais c'est inutilisable. Les logiciels, eux, ne voient pas. Il faut absolument décompresser et utiliser le dossier qui va se créer à côté, le dossier non compressé qui va se créer à côté du zip. C'est là que vous allez chercher les choses. Sur Mac, c'est plus simple, il faut double-cliquer sur le zip, ça fait un dossier à côté et vous utilisez le dossier. Donc, ce que vous ouvrez dans Illustrator, c'est la version 22 du Teddy Bears à redessiner. Parlons anglais correctement. Ensuite, vous avez ouvert Illustrator et vous avez ouvert le fichier et ça vous a mis un message d'erreur. Vous avez sans doute cliqué sur ignorer. Ça veut dire que l'image, si vous essayez d'afficher dans le calque, dans la palette des calques, menu fenêtre calque, vous essayez d'afficher le calque modèle, il est possible que vous ne voyez pas l'image modèle. Donc pour régler le problème du lien qui est cassé, le document, quand vous l'avez ouvert, il n'a pas trouvé le lien. Alors, si je vais voir dans la fenêtre ici, le lien, en fait, l'image, elle est dans le dossier qui s'appelle ici « Lien ». Voilà. Et c'est certainement la version PSD, je vais vérifier chez moi. Dans la palette « Lien ». Ou dans la palette calque, oui, dans la palette calque, je vois que c'est un fichier PSD qui est utilisé, et non plus le PNG qui est dans... Et non plus le PNG. Ok. Bon ben, on va voir ce qui se passe si vous fermez le document sans le mettre à jour. Vous répondez non. Et dans le dossier Teddy Bear 8, vous allez essayer ceci, vous allez essayer de déplacer l'image qui se trouve dans le dossier lien, vous la déplacez en dehors du dossier lien. Voilà, elle doit arriver donc logiquement à côté des documents Illustrator. Vous faites un coupé-coller, vous vous débrouillez sur PC pour déplacer d'une manière ou d'une autre l'image en dehors du dossier lien, la faire remonter d'un niveau pour qu'elle soit à côté du document Illustrator. Et voyons ce qui se passe si maintenant on ouvre le document Illustrator. Je ne garantis pas, je teste, on va voir. En principe, il doit le trouver plus facilement s'il est juste à côté, pas dans un sous-dossier. Est-ce qu'il vous a remis le message qui ne trouve pas le lien? Non, cette fois-ci, ça a fonctionné. Donc là, systématiquement, en ayant sorti le fichier utilisé par le document Illustrator, en l'ayant mis au même niveau, il le trouve tout de suite, il n'y a pas aucun problème de lien pour trouver le lien. Donc chez certains parmi vous, il n'y avait pas eu de message, et chez d'autres, il y en avait eu, ce qui est assez surprenant, parce qu'en principe, vous avez toute la même configuration, vous avez tous démarré du même dossier, et certains auraient dû avoir... voilà, tout le monde aurait dû avoir le message, en fait, je veux dire. Mais bon, c'est pas grave. En tout cas, ceux chez qui il y avait le message, ils ont sorti le document, ils ont réouvert le fichier 22, il n'y avait plus de message, l'image est bien là, parfait. Vous allez enregistrer sous numéro 23. Dans les options là, vous cliquez sur OK directement, pas de problème. Donc je vais fermer le calque ici du dessin, le verrouiller. Au-dessus du calque, j'en crée un nouveau que je vais appeler détail. Sur ce calque, je vais dessiner à la plume, ici la plume
les détails comme ce qu'il y a dans le museau ici, vite fait. Pour que ça fonctionne bien, pour que je puisse positionner les points comme je veux, je vais dans le menu affichage, je décoche le magnétisme comme les repères commentés. Toujours dans le menu affichage, l'autre magnétisme, le magnétisme du point, je le décoche. Donc, avec la plume, si je veux le pointeur précis, il faut que j'enfonce la touche Caps Lock, la touche verrouillage majuscule sur le clavier. Ça, c'est important. C'est dans tous les logiciels Adobe, en fait, dans beaucoup de logiciels Adobe, on va dire, quand on enfonce Caps Lock, on a cette croix qui apparaît pour avoir un pointeur plus précis. Je clique un premier point et sans enfoncer la souris, je vais plus loin. Cliquer, glisser, touche CTRL. Je vais pouvoir bouger donc tous les points, y compris aussi la première moitié de tangente ici. Je l'ajuste pour avoir la courbe que je veux. Et puis, quand on fait ce genre de choses, ça arrive qu'avec la touche CTRL enfoncée sur le PC ou Commande sur le Mac, qui est donc le raccourci de la flèche qui permet de manipuler les choses sans quitter l'outil plume, c'est ça l'astuce. Je vais ici cliquer à côté, ça arrive qu'on clique à côté et on a désactivé le tracé. On va devoir indiquer qu'on le continue. Au niveau de l'épaisseur du tracé, ben voilà, toujours avec l'outil plume, touche CTRL, je clique sur le segment, il est activé. L'épaisseur du tracé, vous l'avez par notamment la palette contour, menu fenêtre contour. Vous avez ça ici, menu fenêtre contour. Ou alors, si vous avez demandé d'afficher la palette contrôle, vous avez aussi le raccourci dans la palette contrôle. Donc menu fenêtre contrôle, ça fait apparaître cette grande barre au-dessus avec, en fonction de ce qu'on est en train de faire, de l'outil activé. Mais dans ce cas-ci, on n'a pas l'épaisseur du tracé. Il y a des informations. Ici, c'est ce qui concerne la plume. Ok, donc pour régler le contour, s'il fallait, c'est par la palette contour ici. C'est sur un point chez moi. C'est bien. Donc, touche CTRL du PC, commande du Mac, on clique pour désactiver, on reclique sur le tracé, et je lâche la touche CTRL, je suis donc avec l'outil plume. Pour indiquer que je continue le travail de dessin, je dois aller cliquer sur le dernier point ici, cliquer tout simplement, voilà, puis sans enfoncer la souris, je vais plus loin, cliquer, glisser, touche CTRL, j'ajuste, plus loin, sans enfoncer la souris, cliquer, glisser, touche CTRL, j'ajuste, et voilà, et vous avez... Erreur de ma part, faut pas toucher à cette tangente-là, on touche toujours à la tangente qui est du côté du dessin déjà fait. Ça, c'est la méthode de Adobe pour apprendre à faire des tracés. On fait une petite tangente et on ne touche que à la moitié de tangente qui est du côté du dessin déjà fait. Ok, ici il manque une moitié de tangente toute petite parce qu'on a interrompu le tracé à un certain moment et on l'a redémarré, c'est pour ça. Donc voilà, on clique à côté et on va faire la suite. Vous allez faire éventuellement, donc avec la touche CTRL, je clique à côté, voilà. Vous allez faire éventuellement un point là. Cliquez, glissez, touche CTRL, ajuster. Alors, je vais vous demander de faire des tracés qui ne se touchent pas. Pour la suite, ce sera mieux. Donc, évitez de faire ce genre de choses ici. Comme ça, c'est pas très bon pour la suite. On va éviter que ça se touche. N'hésitez pas à faire du CTRL Z quand vous avez du commande Z, CTRL Z quand vous avez bougé un truc qui ne doit pas bouger. Donc pour ceux qui ne voient pas comment on fait des courbes, je vais remontrer. Et donc la plume c'est quoi par rapport au crayon? Avant que je remontre, petite précision ici. La plume c'est l'outil historique de Illustrator pour faire des dessins. C'est depuis la première version, c'est ça qu'on utilise. Et le crayon, qu'on a utilisé précédemment, s'il est apparu beaucoup plus récemment,
dans l'histoire de Illustrator. Enfin, plus récemment, c'est un logiciel qui a 24 ans et le crayon, ça a à peu près une dizaine d'années. Voilà. Quand on parle de récemment, c'est de cet ordre-là, quoi. Bien, donc la plume, si je vous la fais utiliser ici, c'est parce que il faut quand même la comprendre, la maîtriser. Et alors, je vous fournirai un exercice plus complet avec la plume, vous allez voir. Ici, c'est juste une première approche. Donc, la plume, quand on l'amène sur le plan de travail, on a une croix si la touche verrouillage majuscule est enfoncée. On a besoin de temps en temps de la flèche quand on est en train de faire des tracés pour repositionner les tangentes, les points. Et c'est avec la touche contrôle du PC ou commande sur le Mac. Ici, je vais enfoncer la touche commande du Mac pour avoir la flèche et je vais supprimer ce que j'ai fait là. Si vous avez déjà dessiné, vous ne le faites pas. Je m'adresse à ceux qui n'ont pas réussi à dessiner les courbes. Touche suppression sur le clavier. Suppression de caractère, vous voyez. Une fois, deux fois. Ça, c'est une erreur habituelle. On n'appuie qu'une fois et puis on se retrouve avec des petits points qui sont sans couleur, qui traînent dans le document et qui posent des problèmes. Touche contrôle du PC, commande du Mac, je clique sur le segment. Touche suppression une fois, deux fois. Voilà, les points ont été supprimés complètement. Je clique sans bouger la souris, là. Puis je vais à cet endroit-là et je fais un cliquer glisser pour faire une petite tangente. Et avec la touche contrôle du PC enfoncée, je vais aller bouger la tangente. Je pourrais aussi bouger les points. C'est pas un problème. Si j'ai cliqué par inadvertance à côté ou que j'ai été faire autre chose dans le document et que je veux continuer à faire le tracé, je dois toujours enfoncer la touche contrôle, venir l'activer. Puis sans la touche contrôle enfoncée, c'est la plume du coup. Je clique comme ça sur le dernier point. Cliquez tout simplement, pas bouger la souris. Puis sans enfoncer la souris, je vais plus loin, cliquer glisser, touche contrôle, ajuster. Puis sans enfoncer la souris, je vais plus loin, cliquer glisser, touche contrôle, ajuster. Voilà, et on peut tout ajuster avec la touche contrôle du PC ou commande du Mac. Voilà, je clique à côté de tout, parce que je vais faire l'autre tracé, donc il faut que je désactive complètement celui-là. Sans enfoncer la souris, c'est la plume, donc je clique. Sans enfoncer la souris, je vais plus loin. Cliquer, glisser, petite tangente, touche contrôle, ajuster. Voilà, c'est toujours ça. Cliquer, glisser. Donc ça veut dire enfoncer la souris, la bouger. C'est du vocabulaire de l'infographiste, le cliquer, glisser. Je crois qu'en anglais ça s'appelle le drag and hold. Non, le click and hold. Voilà, bon, un truc comme ça. Et c'est toujours donc cliquer, glisser, touche contrôle, ajuster. Aller plus loin, cliquer, glisser, touche contrôle, ajuster. C'est comme ça qu'on fait des tracés complexes. Voilà. Et on peut aller réajuster avec la touche contrôle s'il fallait. Bon, alors c'est vrai que les points d'ancrage chez vous sont petits sur le PC. Donc, on avait été modifier ça dans les préférences d'Illustrator. Donc ici, je suis sur un Mac, je vais dans le menu Illustrator, préférences, sélection et affichage des points d'ancrage. Sur le PC, c'est édition, préférences, sélection et affichage des points d'ancrage. Et là, ça vous rappelle pas quelque chose qu'on avait été augmenter la taille ici pour que les points soient plus grands? Si, hein. Voilà, ça va vous aider, ça. Bon, toujours sur ce calque détail, je vais aller m'occuper ici de ces lignes-là, toujours avec la plume activée. Clic, cliquer, glisser, touche contrôle ajuster, touche contrôle cliquer à côté, clic, cliquer, glisser, ajuster, touche contrôle on clique à côté. C'est très rapide en fait, hein. Voilà. De l'autre côté aussi. Clic, cliquer, glisser, touche contrôle, ajuster, cliquer à côté, toujours avec la touche contrôle, clic, cliquer, glisser, voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre à faire? Ouais, il y en a quelques-uns ici éventuellement qui pourraient être faits si on veut vraiment être complet. Donc on peut utiliser Illustrator sans maîtriser la plume, mais c'est un outil qui est tellement
tellement courant en infographie que on a vraiment intérêt à quand même comprendre comment il fonctionne. Ah oui, et puis on va terminer par le petit museau ici quand même. Voilà. Où on va faire une forme fermée. Alors, pour le petit museau, en supposant que vous avez rapidement fait les autres traits, pour le petit museau ici, forme fermée, clique pour un premier point. Je vais zoomer ici pour que vous voyez un peu mieux. Voilà, j'ai cliqué pour un premier point, je vais plus loin. Cliquez, glisser, touche contrôle, ajuster. Cliquez, glisser. Cliquez, glisser. Cliquez, glisser. Oui, il ne faut pas toujours ajuster. Hein. Cliquez, glisser, touche contrôle, ajuster. Je reviens sur le premier point. Il y a une petite rondelle qui apparaît à côté du pointeur. Le crosshair, là, le pointeur précis, la croix. Cliquez, glisser. Et voilà, on a fait une forme fermée. Touche contrôle, je peux cliquer à côté. Voilà, c'est presque comme un trait, sauf que, ben, on revient sur le premier point pour faire une forme fermée. Quand vous avez fait ça, vous allez enregistrer le document. Numéro 24. Alors, je vais m'occuper ici des yeux qui sont aussi particuliers. C'est pas vraiment comme le reste, c'est différent du reste. Vous allez comprendre pourquoi plus tard. Alors, les yeux, je vais les sélectionner. Il faut que je déverrouille le calque du dessin. Et puis, avec la flèche noire, éventuellement, voilà, je vais aller activer le premier œil. Et avec la touche majuscule, la touche Shift, activer le deuxième œil. Puis, ben oui, là on voit qu'ils sont vraiment dans le calque qui s'appelle dessin. Et ils sont là à l'intérieur. Où sont-ils? Ben, ils sont là, c'est les deux dernières choses qui avaient été faites. Vous avez un petit carré ici pour indiquer que certains éléments sont sélectionnés, mais pas tous. Pas tous les éléments du calque. Si le carré était grand, ça veut dire que tous les éléments du calque sont sélectionnés. Alors ici, dans la palette des outils, on va aller inverser les cases de premier plan et d'arrière-plan. En cliquant sur la petite double flèche ici. Voilà. Là, le contour blanc, on peut le mettre comme ça à l'avant-plan en cliquant sur lui. Et en enlevant le contour blanc. Et voilà. Donc vous avez des cercles, ellipses, noirs, fond noir, pas de contour. Et alors ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va transférer les deux yeux sur le calque qui s'appelle détail. Comment est-ce qu'on fait pour transférer des éléments d'un calque à l'autre? Allez, ceux qui connaissent déjà un peu Illustrator, vous avez des éléments qui sont là sélectionnés sur un calque et vous voudriez les transférer sur un autre calque. Comment fait-on? Donc, c'est une solution que j'ai jamais expérimentée, mais elle peut fonctionner. Il y a tellement de choses qui fonctionnent dans Illustrator, tu connais alors. Tu prends les éléments avec la flèche noire et tu les glisses là dans l'autre calque. On ouvre le calque dessin. On ouvre le calque dessin. Ah, tu les actives tous les deux, clic, clic, et tu les déplaces là. D'accord, oui, il y a plus simple. Il y a plus simple en fait. Regarde, c'est tout simple. Ils sont tous les deux activés là. Ils sont sur le calque ici du dessin. Tu prends le carré, tu le déplaces là. Ils y sont. Ah, transfert d'éléments d'un calque à l'autre grâce au petit carré qu'on déplace d'un calque à l'autre. Donc vous transférez les yeux. Alors oui, les vecteurs ont changé de couleur puisque ça correspond au calque ici. Détail. Tiens, si on double-clique sur le calque détail, on va pouvoir même choisir la couleur des vecteurs ici, dans la boîte qui s'ouvre. Qu'est-ce que je vais choisir? Voyons un peu. Qu'est-ce qui va pouvoir apparaître correctement? On va faire en violet. Oui.
Peut-être une autre couleur encore, parce qu'on a tellement de couleurs qui sont déjà dans les couleurs froides. Voilà. Couleur brun roux. Ok. Donc en double-cliquant sur la vignette, vous choisissez la couleur de vecteur. Ça vous permet éventuellement de vous y retrouver. Surtout si vous avez chaque fois, quand vous faites un dessin, vous démarrez du même document qui a déjà plein de calques qui sont créés. Ça, c'est une démarche intelligente de démarrer d'un modèle que vous avez prévu pour vos dessins. Et vous savez, tiens, quand les vecteurs apparaissent dans cette couleur-là, c'est qu'ils sont sur ce calque-là. Enregistrer le document, il ne faudrait pas perdre ça. Alors, il faut enregistrer régulièrement sous un nom différent dans la vraie vie quand on travaille en tant que pro dans Illustrator, mais évidemment pas autant que ce que je le fais ici. Ici, j'enregistre toutes les 3-4 minutes sous un nom différent, c'est exagéré, mais en même temps, c'est parce que c'est la formation, comme ça on garde la version d'avant. Si vous faites une erreur, vous aurez facile pour récupérer. Et puis, on garde comme ça la progression, les différentes progressions. Mais bon, voilà. J'exagère un peu en enregistrant autant en changeant le nom, mais c'est pendant la formation. Mais dans la vraie vie, on enregistre quand même régulièrement en changeant le nom. Pourquoi? Parce que un fichier Illustrator, c'est un fichier XML, c'est une structure XML, et ça a tendance à être corrompu si on travaille pendant des jours et des jours sur le même document. Bonjour les dégâts, le XML devient corrompu, vous perdez tout. Surtout si vous n'avez pas fait de backup. Donc le fait d'enregistrer régulièrement un document Illustrator sous un nom différent, même chose pour InDesign, ça régénère le XML, vous avez un document tout propre au niveau du code, moins de risque de plantage. Voilà, j'ai juste tapé XML dans Google et on me montre ce qu'est le XML, comme ça vous voyez en plus ce que ça veut dire XML, c'est ça. Donc c'est utilisé à plein d'endroits et c'est souvent utilisé aussi quand on veut transférer, quand on veut mettre en relation deux logiciels, quand on veut transférer des données entre deux logiciels, on va utiliser du XML comme langage commun, enfin c'est pas comme fichier commun en fait. Hein. Voilà, souvent quand on exporte en XML, c'est qu'on veut utiliser dans un autre logiciel d'une autre marque, mais on veut pouvoir récupérer les données. Moi, c'est quand même quelque chose d'assez connu et puissant, le XML. Tant que je suis sur le web, j'en profite pour vous montrer ce sympathique monsieur. Vous savez qui c'est? Non? Non, en fait, il est très connu, mais pas par le grand public. C'est Pierre Bézier, ingénieur en mécanique et électricité. Il est indiqué ici donc dans le secteur de l'automobile. Il a inventé un système pour décrire des courbes complexes avec seulement 4 points. Ben, c'est ce qu'on a ici. Les courbes de Bézier qui sont là dans les logiciels et pas seulement chez Adobe, ça vient des recherches de Pierre Bézier. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça aussi des courbes de Bézier ou des Bézier curves. Dans les logiciels 3D, vous avez ça. Une ancienne manière de faire de la modélisation d'objets. Alors, ce calque qui contient des détails, on va le verrouiller. Mais avant, j'aimerais faire un petit truc ici. Je vais faire un petit CTRL Y sur le PC, commande Y sur le Mac. Parce que... non, ça va. J'avais l'impression qu'il y avait un point perdu, mais c'était juste un problème d'affichage. On a souvent des problèmes d'affichage avec la carte graphique dans Illustrator. Et souvent, quand il y a un truc bizarre qui apparaît, il suffit de zoomer en arrière, en avant, faire un CTRL Y une fois, deux fois. Donc voilà, tout va bien. Donc ce calque qui contient les détails là, je vais le verrouiller. Voilà. On va travailler sur le calque du dessin ici. Alors on va ouvrir le calque du dessin et on va verrouiller les oreilles. Les oreilles, on les repère facilement, c'est là où il y a le double trait.
Donc vous ouvrez le calque du dessin et vous allez verrouiller les oreilles comme ça. Ou alors il suffit peut-être tout simplement avec la flèche noire de les activer. Clic, clic. N'essayez pas de cliquer là. Ça n'existe pas réellement là, c'est juste un effet spécial de double trait. Les vecteurs, ils sont réellement là. Donc j'active les deux oreilles et si vous faites objet, verrouiller, sélection, vous avez verrouillé aussi les deux oreilles comme ça. Donc les oreilles sont verrouillées dans le calque du dessin. Le verrouillage, c'est important parce qu'on a tellement de choses qui se superposent dans Illustrator parfois. Quand on veut bien dessiner, il faut maîtriser tout ce qui est verrouillage. Les autres calques sont verrouillés aussi, parfait. Et vous faites CTRL A sur le PC, commande A sur le Mac, ça devrait sélectionner toutes les formes, sauf les détails bien sûr qui sont sur un calque verrouillé, sauf les oreilles qu'on a verrouillées. En fait, toutes les formes sont sélectionnées. Vous allez faire apparaître la palette contour, menu fenêtre contour. Alors, ça a l'air d'être une palette ridicule qui ne peut faire de tort à personne, mais si vous demandez ici d'afficher les options, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup plus au niveau des contours. C'est là notamment qu'on fait des flèches ou des pointillés, etc. Mais on n'en a pas besoin ici, c'était juste pour montrer que la palette contour, elle est quand même elle est un peu plus complexe qu'elle n'en a l'air. Donc, tout est sélectionné, on va les mettre éventuellement un point de contour. Voilà, ça c'est pas mal, vous allez voir pour la suite, c'est intéressant de faire comme ça. La palette transparence est arrivée avec quand je suis allé chercher menu fenêtre contour, ça n'a rien à voir, ne cliquez surtout pas sur créer masque, ça vous ennuierait plus qu'autre chose. Et vraiment, elles n'ont rien à voir l'une avec l'autre, elles sont juste ensemble pour gagner de la place sur l'écran, on peut les détacher. Voilà. Ok, un point, ça a l'air bien. Voilà. Donc, vous allez dire, oui, mais c'est plus moche qu'avant. C'était déjà moche avant, mais là, c'est encore plus. Mais vous allez voir pourquoi on fait ça. Vous allez voir que c'est intéressant de procéder ainsi. Vous enregistrez le document. Et alors on va faire quelques petits tests ici avec des brushes. D'abord, je vais vous demander d'enregistrer le document pour être certain que vous ayez cette version-là, parce que les petits tests qu'on va faire ici, ils sont un peu foireux. On va revenir en arrière à un certain moment. Donc, vous allez pouvoir faire un CTRL A pour sélectionner toutes les formes, sauf bien sûr les détails qui sont sur un calque verrouillé, sauf bien sûr les oreilles qui sont verrouillées dans le calque dessin. Et alors, vous allez tester l'application de brush. Vous allez dans le menu fenêtre forme. Voilà. Ici, ce qui nous intéresse, c'est les brushes artistiques. Il y a différentes brushes qui sont là dans la palette des formes. Vous avez les brushes procédurales. Vous avez des brushes artistiques, il n'y en a qu'une seule. Vous avez des brushes de motifs et d'autres types de brushes ici. Essayez d'appliquer la brush artistique ici sur les traits qui sont sélectionnés. Alors, pour bien voir ce que ça donne, ce serait intéressant d'enlever l'œil en face du calque modèle et aussi de garder les formes sélectionnées mais de ne pas voir les vecteurs. Et pour ça, vous avez le menu affichage, masquer le contour de sélection. Le contour, on ne dit pas le cadre ici, c'est masquer le contour de sélection. Vous avez la même chose que moi, plus aucun vecteur qui apparaît. Donc là, vous allez pouvoir éventuellement, par la palette contour, modifier l'épaisseur de cette brush qu'on a appliquée.
Menu fenêtre, contour, voilà. Il est possible de faire évidemment des décimales, 1,4, touche tabulation, par exemple, etc. Et vous voyez qu'on arrive dans Illustrator à avoir des choses un peu plus naturelles. Mais malgré tout, c'est pas génial. C'est pas génial, il y a beaucoup mieux à faire. Il y a des problèmes, si vous regardez ici, on a appliqué la brush sur une forme et le trait là s'arrête comme ça, bien net, à cause du fond blanc qui est sur la forme, hein, vous savez, hein. On a mis des fonds blancs sur les formes pour que ça s'arrête, que le trait n'aille pas jusque à la forme là, parce que c'était plus graphique, mais ça fait des choses bizarres quand même ici. Là. Ceci dit, il y en a qui trouveraient ça déjà pas mal, hein. Alors, vous avez donc des formes qui sont sélectionnées. Je vous rappelle que dans le menu affichage, on a été demandé de masquer le contour de sélection. Mais si on retourne dans le menu affichage et qu'on demande afficher le contour de sélection, on voit que ces formes sont bien sûr sélectionnées, sinon on n'arriverait pas à les modifier. Donc, bonne astuce ici d'avoir réussi à masquer le contour de sélection quand même. Affichage. Masquer le contour de sélection. Alors le piège, c'est que vous avez oublié à un certain moment que vous avez enclenché cette fonction. Et donc vous faites quoi? Vous cliquez à côté, vous essayez avec la flèche noire d'activer certaines formes. Vous regardez, mais tiens, pourquoi elle ne s'active pas? Et vous vous dites, mais tiens, c'est bizarre, pourtant dans la palette des calques, on dirait qu'elle s'active. Enfin voilà. Si vous oubliez que vous avez demandé de masquer le contour de sélection, vous êtes mal barré parce que vous allez crier au scandale Illustrator bug, et vous savez où se situent les bugs en général, je vous l'ai dit. Entre le dossier de la chaise et l'écran, bien sûr. La plupart du temps, c'est là que les bugs se trouvent. Le bug, c'est vous. Voilà, la 8e couche. Ah oui, en informatique. Ok. Donc... affichage, afficher le contour de sélection, et là ça fonctionne, on voit, voilà. Donc c'est le gros piège de ça. Alors, je continue ici, je vais donc refaire un CTRL A, commande A sur le Mac, CTRL A sur le PC, et le contour, on va le remettre à 1, parce que en général, quand on applique une brush artistique, on ne modifie pas l'épaisseur par la palette contour, il vaut mieux laisser l'épaisseur sur un point. Et c'est par les paramètres de la brush que vous allez pouvoir modifier l'épaisseur notamment. Donc je vous demande de resélectionner toutes les formes avec CTRL A sur le PC, commande A sur le Mac. Dans la palette contour, de remettre à un point. Et on va dans la palette des formes double-cliquer sur la brush artistique ici. Vous avez une case aperçue parce qu'il y a certaines formes qui sont sélectionnées. Et là, vous avez largeur fixe et vous allez pouvoir modifier la largeur ici. Et c'est quand même pas plus mal. Voilà, on modifie la largeur. Il y a un curseur spécialement pour ça. Bien sûr, en sélectionnant certaines formes et pas d'autres, on pourrait leur donner une largeur différente. Mais non, on ne va pas le faire ici, c'est un peu compliqué. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme type de largeur ici? Vous pouvez faire varier l'épaisseur de la brush quand vous dessinez directement un dessin dans Illustrator avec un stylet et une tablette graphique. La pression du stylet sur la tablette, l'inclinaison du stylet, la direction du trait, tout ça va pouvoir influencer l'épaisseur. Mais dans ce cas-ci, non, on va garder fixe, hein, vous n'avez pas de tablette connectée. Si vous en avez, mais on n'a pas sorti les stylets, gardons les choses simples. Il est possible que chez certains, chez vous peut-être, tout ça soit grisé parce que le driver de la tablette n'est pas installé. Parce que vous n'avez jamais connecté une tablette à votre ordinateur, donc ça pourrait expliquer pourquoi. On reste ici en fixe, gardons les choses simples.
OK. Dès qu'on clique sur OK, il y a un message. Tiens, tu viens de modifier cette forme, Gaillard. Est-ce que tu veux que les modifications que tu viens de faire s'appliquent aux traits qui utilisent déjà cette forme? Ben oui, vous allez dire dans ce cas-là, appliquer au contour. Voilà. Donc vous aurez systématiquement ce message quand vous allez modifier une brush et qu'elle est déjà utilisée par des formes sur le plan de travail. Alors vous allez enregistrer le document sous un nouveau nom. Voilà, 28, dans mon cas, ok. Et tout de suite après, vous pouvez le réenregistrer sous un nouveau nom. Pourquoi? Ben parce que la version 28, au moins, je suis sûr qu'elle va rester comme ça, qu'elle ne va pas être écrasée par une version modifiée du document. Je l'enregistre sous le 29. Bonne astuce d'enregistrer 2 fois de suite sous un nom différent. La version précédente, elle est figée, elle reste là sur le disque dur. On est certain qu'on ne va pas faire un CTRL-S inopiné qui va aller l'écraser. Alors bien sûr, des brushes, il en existe énormément. On va aller en charger d'autres. Bon, ici je vais peut-être demander encore affichage, masquer le contour de sélection parce que j'en ai assez de voir ces vecteurs roses. Haha. Donc, vous allez dans la bibliothèque là en bas de la palette forme. Il y a une bibliothèque. Et vous avez des brushes, bah oui, c'est des brushes, forcément, on est dans la palette des brushes. Des brushes artistiques, aquarelles, calligraphiques, etc. Je vais aller sur Craie, Fusain, Crayon, voilà. Donc une palette, c'est ouverte. On peut l'agrandir, bien sûr, pour voir tout ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà. Et alors, les autres palettes, on peut y accéder très rapidement, on n'est pas obligé de retourner dans la bibliothèque, dans le menu. Avec les petites flèches ici, on passe en revue les bibliothèques. Alors, il y a certaines brushes qui sont, comme vous le voyez, grises. Ça veut dire que si vous essayez de mettre avec cette brush du rouge, ça ne va jamais marcher, vous allez systématiquement avoir du rose. Parce que l'intensité de la couleur va dépendre du fait que la brush, au départ, elle est bien noire. Mais si la brush est grise, on ne saura pas mettre des couleurs très saturées, logique. Déjà, c'est une chose à savoir. Oui, c'est pour ça que vous avez des brushes un peu aquarelles ici. Bon, ben vous pouvez tester. Vous avez certainement toujours votre ours qui est sélectionné. Si vous avez un doute, vous faites CTRL-A sur le PC, Command-A sur le Mac. Et vous testez les différentes brushes. Voilà. Chaque fois que vous testez une brush, en la cliquant dans la palette que vous êtes allé chercher, elle s'ajoute dans la palette forme du document. C'est tout à fait logique. C'est comme ça que ça fonctionne. Sachez que donc toutes ces brushes seront modifiables en double-cliquant sur elles dans la palette forme. On pourra modifier son épaisseur. Vous cherchez celle qui convient le mieux à ce que vous voulez faire. Bon. Imaginons que je vais utiliser finalement celle-là. Donc, dans la palette des formes, la brush utilisée par les tracés actuellement sélectionnés, elle est encadrée évidemment. C'est comme ça que je la repère. Je vais double-cliquer sur elle et aller modifier sa largeur fixe pour voir si je peux améliorer donc en ayant la case aperçue. Donc je l'adapte à la dimension de mon dessin en fait. Voilà. Bon, ok. Appliquer au contour, on en a parlé tout à l'heure, et voilà. Et voilà donc encore une nouvelle brush. Tester, et je peux enregistrer le document sous le même nom ou sous un nom différent.
C'est tellement petit, il ne faut pas hésiter à enregistrer sous des noms différents. Quand vous regardez la taille ici des documents Illustrator, les derniers qu'on a créés, 5 mégas. Ah ah, 5 mégas, c'est dingue. C'est tout petit. Enfin, tout est relatif, c'est tout petit. En 2020, 2021, c'est tout petit. Mais sachez que moi, quand j'ai commencé à utiliser Photoshop au début des années 90, le dossier de Photoshop avait une taille de 18 mégas. Donc les logiciels ont vachement grossi. Photoshop, maintenant, rien que l'application, c'est 3 gigas et quelques, 3000 mégas. Et il y en a qui se posent la question, mais pourquoi les applications sont maintenant si mal codées que ça prend tellement de place? Mais bon, il faut dire que la place maintenant, ça ne coûte plus rien. Oui, il y a des fonctions, mais ça n'explique pas tout. Les fonctions ajoutées n'expliquent pas tout. Oui. Donc c'est quand même dingue. Vous vivez une époque formidable. Un disque dur de 1000 gigas. Ça vous coûte combien maintenant? 50 €? 1 Tera, 1000 gigas? Vous savez, quand j'ai commencé au début des années 90, j'ai travaillé toutes mes vacances pour me payer un disque dur qui coûtait l'équivalent de 800 € d'aujourd'hui. Vous savez quelle était la capacité du disque dur? 0,7 gigas. 750 mégas. Donc, vous voyez. Enfin, on vous a certainement parlé de la loi de Moore aussi, du fait que les ordinateurs deviennent de plus en plus puissants et que c'est inéluctable. Certains disent que ça va s'arrêter, mais je pense qu'ils ont tort. Dites-vous bien que dans 20 ans, quand on verra les ordinateurs sur lesquels vous êtes en train de travailler, qui sont très bons, on va en rire. Hein. On va en rire. Donc, tout ça pourquoi? Pour en arriver à la conclusion qu'il faut rester éveillé aux évolutions du marché. Les nouvelles machines, la puissance fait émerger des nouveaux marchés, des nouveaux produits à créer. Il ne faut pas être largué. Et ça va beaucoup évoluer dans les 10 à 20 ans. Et c'est un des bons côtés du métier de l'infographiste, c'est qu'on ne s'ennuie pas, en fait. Hein. On ne s'ennuie pas, c'est pas figé. Quand vous commencez, vous allez devoir continuer à vous former tout au long de votre vie et à vous adapter au nouveau matériel. Voilà. Ah, petite parenthèse philosophique que je ferme. Quelle horreur. Alors, les brushes, finalement, on ne va pas les appliquer comme ça. Vous verrez, on va faire une autre méthode. On va appliquer une autre méthode parce que je trouve dérangeant quand même ceci. Ces éloignements qui sont fort infographiques à cet endroit-là. Bon, donc ça, ce sera pour plus tard. En attendant, vous pourriez découvrir que sur le web, il existe pour les logiciels Adobe énormément de ressources dont beaucoup sont gratuites. Alors, ce qui nous concerne ici, les brushes, vous allez pouvoir faire ceci. Vous allez dans un navigateur web et vous allez taper quelque chose comme Download Illustrator Brush. Bon, 26 millions de résultats. Et en fait, il y a énormément de sites qui vous proposent de télécharger des brushes. Ici, je vais juste faire un commande-clic ou contrôle-clic sur le PC sur différents, les premiers qui arrivent là, différents liens. Comme ça ouvre dans un nouvel onglet. Voilà, 3015 brushes ici. Enfin, peut-être même plus, parce que si par download, vous avez plusieurs brushes. Alors, j'ai pas tapé free en plus. Hein, j'aurais pu taper free, comme ça, je n'aurais eu que des gratuites. Mais il y en a plein de gratuites qui arrivent de toute façon, là. Bon, c'est juste les premières. Donc, voilà comment ça fonctionne. Voilà, il vous montre différentes brushes. Ça, c'est des brushes artistiques. Et donc, pourquoi réinventer toujours la roue? Il faut comprendre comment ça fonctionne. Ce qu'on est en train de voir ici, comment fonctionne Illustrator, c'est important, bien sûr. Mais après, quand vous êtes en production, allez quand même voir s'il n'y a pas des choses gratuites disponibles plutôt que de tout redessiner chaque fois. Bon, je vais passer à la suite. Donc, voilà, ça, c'est une brush. Voilà.
Il y en a plein à télécharger. Ah oui, des brushes style japonais, etc. Il y en a énormément. Et c'est des jeux de brush. Alors, comment est-ce qu'il faut télécharger? Ben, ça dépend de chaque site, en fait. Il faut connaître Illustrator pour arriver à télécharger les brushes et vraiment les utiliser. Parce que ça se présente parfois différemment. Parfois, c'est un fichier de brush, parfois, c'est un document qui contient les brushes. Donc, quand vous connaissez Illustrator, ça devient facile. Donc c'est très puissant Illustrator, avec tous les filtres qu'on peut mettre sur les brushes aussi, les styles graphiques, on peut faire des choses très bien. Ça c'est pas mal ce genre de choses. Ah oui, ça c'est possible aussi. Enfin, je vous laisse découvrir. Et alors quelque chose qui peut être utile aussi, c'est quand vous êtes dans les résultats Google, ils étaient où? Là, voilà. C'est d'avoir une vue d'ensemble en allant dans la partie images. Comme ça, vous avez directement une vue d'ensemble des brushes et vous pouvez accéder au site par là. Bien, donc si vous cherchez des brushes plus spécifiques, il va falloir préciser ici. Par exemple, si je tape rope, je devrais tomber sur des brushes très spécifiques sur des cordes. On va voir. Oui, voilà. Donc, plein de cordes Illustrator. Qu'est-ce qu'on pourrait chercher d'autre comme brush? Des chaînes, peut-être? On va voir. Oui, des chaînes, voilà. Donc, il faut préciser, quoi. Voilà. Il y a plein de choses à trouver. Alors, donc vous voyez que le monde n'est pas si pourri que ça, parce que vous avez plein de gens qui ont créé des sites pour que vous puissiez télécharger des brushes. Sauf que quand même, le revenu vient du fait que déjà, ils récupèrent votre adresse mail parfois, parce que pour pouvoir télécharger, il faut mettre une adresse mail, et ça se revend, les adresses mail, vous savez. Deuxièmement, il y a des publicités qui apparaissent, et donc le revenu vient des publicités aussi qui apparaissent sur le site, quoi. Vérifiez bien, dans tous les cas, que sur le site, quelles sont les conditions réelles d'utilisation des brushes. Est-ce que vous avez le droit de les utiliser, même pour des produits commerciaux? Ça, c'est important. Parce que utiliser pour faire des travaux pour vous, chez vous, si vous n'avez pas l'occasion d'en faire un usage commercial, c'est pas génial, quoi. Dans votre cas.